Salut les autonautes. Alors aujourd'hui la vidéo va être un peu différente. En fait c'est Benet. Et Benet il veut qu'on échange nos places. Voilà. Ça fait longtemps qu'il me demande de voir ce que ça fait de venir tourner ici et que moi je prenne sa place. Donc bon bah on va y aller, hein. Donc j'y vais. On va prendre sa place. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus petit, ouais. Vache. Et toi, Benet, c'est comment de ton côté? Ouais, dis donc, ouais, c'est plus grand que mon côté, hein. Regarde, des bouquins et tout, là. Ouais, c'est tout ce qu'il faut ici, guitare, truc, des Benet, bouquins, on a une vidéo à faire. Ah oui, merde, c'est vrai. Oui, pardon, c'est vrai. Comment tu fais déjà? Comment tu commences déjà? Hein, Denis? Comment tu... hein? Eh bien, tu commences en disant bonjour les autonautes. Ok. Bonjour les cosmonautes. Raté. Non? C'est pas ça. Les astronautes? Bah, laisse tomber, je vais le faire. Salut les autonautes. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, on va pas parler d'un thème précisément. Pas comme d'habitude. Là, on va parler de 6 anecdotes, 6 histoires qui ont rapport avec l'automobile. Comment on va procéder? Eh bien, Benet va me poser les questions et moi j'essaierai d'y répondre, tout simplement. Voilà, donc Benet, t'es prêt? On y va? Ouais, je suis prêt, attends. Ça va être rigolo. Attends, j'ai même le papier des questions. Alors, question numéro 1. Question numéro 1. Attends. L'automobile et ses accidents sont depuis le début indissociables, malheureusement. Mais, connaît-on le premier accident de l'histoire? La vache, ça se voit que c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Oui, il s'est passé en 1770. Oui, j'ai bien dit 1770. En fait, à l'époque, l'armée française cherche une solution pour tracter ses pièces d'artillerie de plus en plus lourdes et massives. Car à l'époque, la traction hippomobile, donc tirée par des chevaux, a atteint ses limites, comme en atteste l'image qu'on peut voir là. Le duc de Choiseul, alors ministre de la guerre à l'époque, débloque de larges crédits pour financer le projet d'un ingénieur de 55 ans, Joseph Cugnot, qui travaille alors sur un véhicule automobile, donc qui se déplace tout seul, à vapeur, qu'il nomme le Fardier. Ouais, tu nous parles de l'accident ou tu vas nous faire tout son CV là, au gazier là? Joseph Cugnot fait ses premiers tests sur un prototype en 1769, et ces tests sont plutôt concluants. En 1770, à Vanves, au sud de Paris, Cugnot lance son Fardier pour des tests grandeur nature. L'engin s'élance dans un énorme panache de fumée et atteint la vitesse vertigineuse de 5 km/h. L'engin, avec sa cuve, qui d'ailleurs ressemble à un alambic, pèse tout de même 8 tonnes. 8 tonnes, même à 5 km/h, on ne l'arrête pas comme ça. Ayant mal jugé de la distance de freinage de son Fardier, Cugnot et son engin finissent leur course dans un mur de pierre qu'ils défoncent littéralement. Ce fut donc là le tout premier accident de l'histoire automobile. Question numéro 2. Pourquoi dit-on en voiture Simone? Ah non, attends, j'en fais. Pourquoi dit-on en voiture Simone? En 1929, une jeune fille du nom de Simone Louise de Pinet de Bord-des-Forêts, ouais, c'est son nom complet, venait de passer son permis de conduire à l'âge de 19 ans, ce qui était déjà plutôt rare pour une femme à l'époque. À peine son permis en poche, qu'elle s'engage dans des courses et rallyes automobiles, avec succès et sans aucun accident jusqu'à la fin de sa carrière en 1957. Ce qui lui vaudra le respect et l'admiration des autres pilotes et de toute la population. Tellement que son nom raccourci en Simone des Forêts restera gravé dans la mémoire collective. Oh putain, il nous refait le coup du CV. L'expression vient du jeu télévisé Interville, co-présenté par Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier. Et c'est justement pour plaisanter avec cette dernière et en hommage à Simone des Forêts que Guy Lux lança pour la première fois en 1962 son cultissime En voiture Simone. En fait, l'expression complète c'est En voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Question numéro 3.
Question numéro 3. Que s'est-il passé à Peekskill. Merci, Huguette. Non-moi, c'est Brenda. Wow, bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé au machin là-bas, près de New York, en 1992? C'est vrai ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 9 octobre vers 20h. Michel Knapp regarde tranquillement la télévision quand elle entend comme un bruit d'accident de voiture à l'extérieur, dans la rue. Elle sort pour se rendre compte de ce qui se passe et voit qu'un des coins du coffre de sa Chevrolet Malibu est complètement défoncé. Surprise, elle s'approche pour regarder et voit qu'une pierre est enfoncée de 15 cm dans le sol juste derrière sa voiture. Elle dira que la pierre était chaude et sentait le soufre. En fait, il s'agit d'une météorite de 12 kg qui est venue transpercer le coffre de sa pauvre Malibu. Ouais, pas de bol la bagnole, le truc il a traversé tout l'univers pour venir se coller dans le coffre de la bagnole. Heureusement qu'il a pas touché le réservoir, je te raconte pas le carnage. Par chance, son entrée dans l'atmosphère a été filmée. Avant d'éclater, et d'après le calcul des scientifiques, cette météorite pesait plus de 10 tonnes et mesurait 1,70 m par 1,70 m par 1 mètre. Elle aurait parcouru 800 km dans l'atmosphère en seulement 40 secondes. Ça fait à peu près du 72 000 km/h. Heureusement qu'elle a pas pris sur la tronche, hein, la météorite. Hein. Quoique vu sa gueule. Hein. Michel, qui venait tout juste d'acheter sa Malibu pour 300 $, l'a revendue à un collectionneur pour 10 000 $. La météorite, elle, a été vendue à un conglomérat de collectionneurs pour 69 000 $. Ça va, elle s'en sort plutôt pas mal, la Michel. Hein. Question numéro 4. Pourquoi les pneus sont noirs? Dis donc, c'est vrai ça? À l'époque, les pneus étaient blancs, dû à la couleur naturelle du caoutchouc. Cependant, le caoutchouc pur est très mou, donc pas très résistant. En plus de ça, il s'échauffe rapidement, ce qui accroît la probabilité de déformation. En ajoutant au caoutchouc de l'oxyde de zinc, qui est blanc, cela permet aux pneus de résister à des températures plus élevées. Donc, le caoutchouc plus l'oxyde de zinc fait qu'à l'époque, les pneus étaient blancs. Qu'est-ce que t'as pas compris dans les questions? Pourquoi les pneus sont noirs? Noirs Cette couleur noire est due à un pigment rajouté lors de la production du pneu, le noir de carbone. En réalité, il n'est pas utilisé comme agent colorant, mais plutôt dans le but d'améliorer les propriétés du caoutchouc. Le noir de carbone améliore en particulier la résistance à l'usure, ce qui prolonge la durée de vie du pneu et accroît sa solidité. Question, c'est quand qu'ils ont commencé à utiliser le machin, le noir de machin là? C'est au cours de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on a commencé à produire du noir de carbone à grande échelle. Au départ, on ne l'utilisait que sur la bande de roulement, ce qui signifie que les flancs restaient blancs. C'est pour ça que les pneus vintage ont ces flancs blancs si caractéristiques. Petit à petit, on a commencé à utiliser du noir de carbone sur toute la totalité, toutes les surfaces du pneu. C'est pour ça que les pneus d'aujourd'hui sont complètement noirs. Question numéro 5. Qu'est-ce que la nanocarrace en English? C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course de molécules voitures qui s'est déroulée à Toulouse les 28 et 29 avril 2017. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'une molécule voiture? Comme son nom l'indique, ce sont des véhicules à l'échelle moléculaire qui ne mesurent que quelques nanomètres, 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Ces molécules voitures devaient avoir une composition chimique d'au moins 100 atomes et pouvaient idéalement être composées de 4 roues, un châssis et un moteur moléculaire, mais ça c'était pas une obligation. Il y avait donc à cette course 6 voitures et 6 équipages d'à travers le monde. C'est marrant ça, comme machin, comme truc là. Et du coup, elles ont quelle gueule les bagnoles? Tu peux nous les montrer? Ah oui, si tu veux, oui, je peux te le dire. Attends, je l'ai noté sur papier parce que je m'en serais pas rappelé. Alors, il y avait la nanomobile française, la nanocar autrichienne, la nano-windmill allemande, la Manamins japonaise, la Bobcat américaine et enfin la nano-dragster suisse. Merci, ok, merci. Mais comment ils font pour faire la course? La course s'est déroulée au CNRS de Toulouse,
qui possède le LT Nanoprobe. La seule machine au monde à être équipée de 4 microscopes à effet tunnel. C'est au cœur de ce microscope toulousain que s'est déroulée la course, permettant ainsi aux pilotes de s'affronter simultanément sur la même piste. Pour faire avancer leur bolide, les pilotes étaient équipés d'une nano-aiguille qui donnait de petites impulsions électriques permettant ainsi de diriger leur bolide. Ces engins avaient une vitesse maximum de 5 nanomètres heure, car entre l'impulsion électrique et la réaction du bolide s'écoulait 3 minutes. La course, elle, a duré 36 heures. Et c'est qui a gagné? Ce sont les Autrichiens qui ont fini en tête, suivis des Suisses, des Américains et des Allemands. Les Français et les Japonais n'ont pas fini la course. Question numéro 6. 6. Question numéro 6. Alors, qu'est-ce que la... s'il te plaît, machine. Dame Dato Atusa. Madame fait la gueule. Ok, je vais me débrouiller, Qu'est-ce que la... La Red Flag Act était une loi anglaise de 1865 obligeant tout véhicule à moteur à rouler à une vitesse maximum de 6 km/h et exigeait la présence d'un piéton muni d'un drapeau rouge marchant devant le véhicule. Avec ça, t'as pas l'air con du tout. À l'époque, l'Angleterre n'était pas du tout favorable à l'émergence de ces drôles de véhicules sans chevaux, craignant que ces derniers, dégageant de la fumée et pétaradant à tout va, ne fassent peur aux chevaux et créent des accidents. Mais c'est sans compter sur le pionnier de l'automobile, Sir David Solomon, qui organisa en 1895 la première exposition automobile de l'histoire, regroupant 14 véhicules. Avec cette action, il espérait sensibiliser l'opinion publique et politique sur l'absurdité de cette loi. Son exposition a eu tellement de succès auprès du public que les politiques n'ont pas eu le choix que de revoir leur copie. Et grâce à lui, la vitesse augmenta à 19 km/h et l'histoire du porteur de drapeau fut abandonnée. Ouais, ben voilà. Plus de questions. C'est fini. Donc, comment avez fait, Tony? Au revoir les astronautes.